Enregistré, bah, c'est super. Très bien, bah, c'est vraiment génial parce qu'on arrive en effet presque à la fin. On arrive à la page 159 et on va attaquer les Swatantrika. Enfin, on va continuer avec les Swatantrika et les débats avec les Prasangika. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était avec Jordan. On avait fait des révisions et c'était une demi-heure fantastique. Ouais, c'est vrai que ça avait dépoté, hein. Oui, Waouh! des bonnes Oui, révisions. bravo Jordan. Oui. Moi, j'aurais pas su quoi répondre. Enfin, pas toujours. Et puis, normalement, on est à la page 159. Ouais, c'est ça? L'existence ultime selon les Swatantrika. Ouais. Ok. Très bien. Vous avez le bouquin sous les yeux? Et ouais, j'ai la Ok. chance de les piquer. Donc, on va attaquer tout de suite si vous voulez bien. Donc, on est à la moitié de la page 159 qui dit donc maintenant, il va falloir préciser les choses et entrer dans plus de détails, car tout ce que nous avons dit pour l'instant peut être aussi bien accepté par les Swatantrika que par les Prasangika. Ouais, on a dit que on avait parlé de la définition d'un Madhyamika, ouais, un tenant Madhyamika. C'est donné à la page juste avant, en bas de la page 158. Ouais. Mmh. C'est une école pour laquelle il n'y a pas un seul phénomène qui existe de manière ultime. Ouais. Donc, exister de manière ultime, exister de manière véritable, c'est similaire en fait. Hein. On pourrait dire c'est synonyme. Et donc, bien sûr, aucun Madhyamika, aucun tenant de l'école Madhyamaka n'accepte l'existence véritable. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ok. Donc, n'accepte l'existence ultime, n'accepte pas l'existence ultime. Et donc, ça s'adresse à tous les Madhyamika, les Swatantrika Madhyamika et les Prasangika Madhyamika. Mais après, il y a une subtilité supplémentaire, c'est la distinction entre existence ultime et existence inhérente ou existence intrinsèque. C'est ce qu'on va essayer de voir. Ok, donc tous les Madhyamika sont d'accord, et c'est de cette façon que le Madhyamaka, donc le substantif Madhyamaka, a été énoncé par Arya Nagarjuna. Ouais. Donc, du point de vue des Swatantrika, les autonomistes, comment peut-on décrire de façon plus précise l'existence ultime ou l'existence véritable? Donc, il dit l'existence ultime est l'objet de négation que l'on va nier. Ouais, ça vous parle? Oui. Il y a quelqu'un. Ah, Christine, elle est sur les débats. Je crois qu'elle s'est peut-être trompée. Il faut que je lui dise. Ouais, Christine. Christine, tu m'entends? Si tu m'entends, on est sur l'autre groupe, on est sur les deux vérités. Les débats, c'est ce soir à 19h. Alors attends, je vais lui envoyer un petit message. Voyons voir. Ok. Et donc, est-ce que ça vous parle déjà, existence véritable? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comme ça, on essaie de meubler en attendant que j'envoie un message. L'existence véritable, c'est la saisie du soi, c'est la conception d'un phénomène qui est, complètement indépendant, c'est ça l'existence, véritable. Voilà, Et qui serait. c'est comme ça qu'on le voit, parce que nous, on a une conscience erronée, on n'a pas réalisé la vacuité, donc de toute façon, Ouais, 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 on ne fait qu'appréhender l'existence, véritable. oui. Je Ouais, dirais ouais. c'est ce qui existerait en dehors d'une conscience qu'il appréhende. Ah voilà, donc en effet, il y a ces deux notions que vous mentionnez toutes les deux. Il y a en effet un phénomène qui existerait de manière indépendante, mais indépendante par rapport à quelque chose de spécifique, ouais, par rapport La conscience qu'il à une appréhende. conscience non défectueuse. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est ça, Euh, une perception avérée, c'est ça? Exactement, on pourrait dire une Ouais. perception avérée ou une cognition valide directe, pourquoi pas. Mais en fait, je pense pas que les Swatantrika aillent jusqu'à dire que ce soit nécessairement une cognition valide. Parce que ils pourraient dire, pourquoi pas, ça pourrait être une cognition subséquente, par exemple. Oui, Elle réalise toujours son objet et d'accord. pour eux, tout va bien, mais elle n'est plus valide. Mais il n'y a pas nécessairement besoin de parler de cognition valide, mais en effet, en tout cas, c'est une cognition qui n'est pas défectueuse. Ça veut dire quoi, une cognition qui n'est pas défectueuse? Une conscience, comment il l'appelle, lui? Non, il l'appelle d'un certain type particulier. On verra dans la suite du texte. Une conscience non quelque chose. Comment il dit ça? Ok. Je ne sais plus comment il le dit, mais on le verra dans la suite du texte. En tout cas, Conscience non contredite, il dit. non contredite, très bien, oui, c'est tout à fait ça, exactement. Donc ça veut dire contredite, ça voudrait dire quoi? Une conscience défectueuse, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qui serait contredite par une cognition valide. Oui, 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 exactement. Euh, voilà, exactement, on pourrait dire ça. Ça veut dire qu'il serait contredite, par exemple, si
si par exemple, imaginons qu'on ait la jaunisse. Qu'est-ce qui va se passer quand on a la jaunisse? On va voir, Oui. on va voir tout jaune. On va voir tout jaune, on va voir ce qui est blanc comme étant jaune. Et donc, est-ce que ça c'est valide? Est-ce que c'est une conscience avérée? Non. Non. Non, et non. Exactement, donc ça veut dire que c'est une conscience défectueuse, ouais. Donc on peut pas prendre ça en compte pour les swatantrika. Ouais. Mhm. Ok. Je dis juste à Christine que c'est à 19h les débats. Et on peut donner aussi comme définition pour cette conscience non contredite ou non défectueuse qui ne se trompe pas par rapport à son objet. Alors, je ne sais jamais si on dit d'engagement ou d'observation. Là, pour moi, c'est pas très clair les deux. Oui. Je mets ça dans le même sac, mais je pense qu'il y a une différence, mais je ne sais pas expliquer. Oui, il doit y avoir une différence entre l'objet d'observation et l'objet d'engagement. En effet, on devrait pouvoir dire ça. En effet. D'une manière générale, on pourrait dire que si par exemple on voit une montagne enneigée jaune parce qu'on a la jaunisse, alors qu'elle est plutôt de couleur blanche. Ouais. Mhm. La montagne blanche, ce sera l'objet d'observation de notre conscience. Ouais. Mais il n'y aura pas vraiment d'objet d'engagement parce que on ne comprend pas, notre conscience visuelle ne comprend pas la nature de l'objet. Ouais. Elle ne réalise pas la nature de l'objet. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a une tronçonneuse à côté. Ah, Ah, ça y est. Voilà. il y a Bernard qui arrive. Ok. Bonjour Et Bernard. salut Bernard. Comment vas-tu? Bernard. Ça va bien? Ok. Donc, on était en train de parler de l'objet d'observation et de l'objet d'engagement. Donc, l'objet d'engagement, c'est ce vers quoi s'engage notre conscience. C'est ce qui est censé comprendre notre conscience. Ouais. Mhm. Ouais. Et donc, est-ce que notre conscience comprend ou réalise une montagne jaune? Et non. Pourquoi? Parce que ça paraît bizarre. On sait bien que la montagne n'est pas jaune. Oui, exactement. Parce que Mais, là, oui. mais alors, du coup, est-ce que ça serait faux de dire que l'objet d'engagement, c'est une montagne, mais l'objet d'observation, c'est la montagne jaune, parce qu'on a une conscience défectueuse. Oui, on dirait exactement. En effet, c'est ça. L'objet d'observation, c'est la montagne enneigée blanche, parce qu'elle est de couleur blanche. Et par contre, il n'y a pas d'objet d'engagement, parce qu'un objet d'engagement, ça doit être un objet, ça doit exister. Mais est-ce qu'une montagne Ah, enneigée d'accord. jaune existe? Et non. Et donc, ça veut dire qu'un non-existant ne peut pas être réalisé. On ne peut réaliser que D'accord. ce qui existe. Ouais. Ok. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'objet d'engagement dans ce cas-là. Quand même, la forme, on la réalise. C'est une forme qui est bonne. Exactement, le contour lui-même, tout à fait, ouais, exactement. On réalise le contour C'est et, quand même la forme de la montagne. ouais, et on réalise une montagne. Voilà. Mais on ne peut pas réaliser une montagne jaune, puisqu'il Non. n'y a pas de montagne enneigée jaune, ça n'existe pas. Ouais, ouais ça joue. Donc, un Donc, objet doit nécessairement exister. d'accord. Ouais, Donc, pour être un objet d'engagement, ça doit être nécessairement un existant. Oui. exactement, tout à fait. Ouais, D'accord. Ok. exactement. Et donc, on peut dire que l'objet d'engagement et l'objet du mode d'appréhension, c'est similaire. Ouais, c'est synonyme aussi. Il y a objet principal, objet d'engagement, objet du mode d'appréhension, c'est synonyme. Ouais. Hmm. Et Oui. donc, si on parle de l'objet du mode d'appréhension, de la conscience qui l'appréhende, Ça, dans ce cas-là, on peut parler de la montagne jaune. oui, oui. C'est-à-dire que si on pense à une corne de lapin, par exemple, on pense à une corne de lapin, la corne de lapin n'est pas un objet d'engagement, n'est pas un objet du mode d'appréhension, ouais, parce qu'un objet du mode d'appréhension et un objet d'engagement doivent exister. Ouais. Ouais, la corne de lapin n'existe pas. Mais c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience qui l'appréhende. Ça veut dire qu'on est en train de penser à une corne de lapin. C'est Hmm. juste imaginaire, en fait. C'est une formulation technique pour dire que c'est imaginaire. Ouais. Ouais, c'est plus clair? Je sais pas Oui. sûr. Ok, ça c'est le tout premier débat de l'ORIC, justement, de Yongzin Purbuchok, ouais, que vous étudierez dans quelques mois. Très bien. Donc c'est de se dire qu'en effet, quand on voit, entre guillemets, une montagne jaune, alors qu'elle est de couleur blanche, la montagne jaune, c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience qui l'appréhende. Ça veut dire que notre conscience est en train de se tromper, tout simplement. Mhm. Mais en réalité, on ne peut pas l'appeler l'objet du mode d'appréhension, parce que l'objet du mode d'appréhension égale objet d'engagement,
égale objet égale existant. Ouais. Ok, j'entends des soupirs. Non, mais ok. C'est pas un soupir parce que je comprends rien, c'est un soupir, c'est tout. Donc, en fait, on va dire que voilà, objet du mode d'appréhension égale objet, ouais, oui, et égale objet d'engagement. Ça veut dire que c'est ce qui est censé être compris par notre conscience, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui est censé. Le mode d'appréhension, ouais, c'est un terme technique. Xintang en tibétain, c'est un terme technique pour dire tout simplement c'est ce qui est censé être compris par notre conscience. Ouais. Mais notre conscience ne peut comprendre que des existants. Ouais. On ne peut réaliser que ce qui existe. Ouais. Très bien. Et donc, la montagne jaune, en fait, on est quand même obligé de dire qu'on a vu une montagne jaune. Ouais. Si par exemple, on vous demande, vous avez la jaunisse, et on vous demande qu'est-ce que tu as vu, ben, j'ai vu une chaîne de montagne, c'était tout jaune. Donc ça veut dire qu'on est capable de dire qu'on a vu ça, ouais. Mais cette apparence est totalement fausse. Ouais. Mais cette apparence existe. Ouais. Sinon, on ne pourrait pas se tromper si elle n'existait pas. Donc l'apparence elle-même, c'est tout simplement qualifié comme étant l'objet du mode d'appréhension de la conscience qui l'appréhende. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas très grave, on y reviendra. On y reviendra, ouais. Ok. Donc on a dit en effet que si un phénomène avait une existence ultime ou une existence véritable, ce serait un phénomène qui existerait selon son propre mode non commun ou son mode extraordinaire, comme l'appelle Geshe-Dreyfus ici, sans dépendre d'une conscience non défectueuse. Oui, c'est ça qu'on a dit. Donc, une conscience non défectueuse, ça veut dire une conscience qui est libre des défauts superficiels, comme la jaunisse. La jaunisse, c'est un défaut superficiel. C'est pas une erreur qu'on trimballe avec soi depuis des vies sans commencement. Ouais. C'est quelque chose de superficiel. Ouais. Très bien. Et donc, ces erreurs, elles peuvent exister en dépendance on peut dire, de 4 occasions. Ouais. L'objet lui-même. Il y a d'abord l'objet lui-même. Par exemple, si on est dans le noir et que quelqu'un fait tourner très vite un bâton d'encens, on a l'impression qu'il y a un cercle, ouais, un cercle lumineux. Ouais. Ça, c'est à cause de l'objet. L'objet va trop vite. Et donc, c'est en dépendance de l'objet qu'il y a une erreur. Ouais. Ensuite, il peut y avoir une défaillance du point de vue de la faculté. Par exemple, en effet, si on est daltonien ou si on a la jaunisse, la faculté visuelle, elle va être défectueuse, ouais, d'une certaine manière. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Et ensuite, la défaillance, elle peut venir du point de vue de la localisation. Par exemple, quand on est dans le train, on voit des arbres qui bougent, mais en fait, ce n'est pas les arbres qui bougent, c'est nous qui bougeons. Ouais. Et donc, c'est à cause de la localisation. Et il y a aussi à cause de la condition antécédente. Ça veut dire qu'il paraît que quand on est en colère, on voit tout en rouge. Il paraît. Ouais. Moi, j'ai jamais remarqué ça, mais il y en a qui le disent. Donc, à cause de la condition antécédente, il y a une apparence défectueuse. Ouais. Donc, on peut dire que ce sont ces 4 occasions, en dépendance de l'objet, en dépendance de la faculté, en dépendance de la localisation et en dépendance de la condition antécédente. Il peut y avoir des erreurs, mais elles sont superficielles. On ne les trimballe pas avec soi, existence après existence. Ouais. Et donc, pour les Swat Tantrika, il faut que cette conscience soit libre de ces 4 types d'erreurs. C'est ça une conscience non défectueuse. Ouais. Ça vous parle? Ouais. Oui. Ok, super. Et donc, une conscience qui n'est pas défectueuse n'est pas nécessairement une cognition valide. Ça veut dire que ça peut être une cognition subséquente, une cognition qui doit de toute façon réaliser son objet, même si elle n'est pas nouvelle, c'est pas très grave. Ouais. Et donc ça, c'est pour cette école-là. Oui. Les Madhyamika Prasangika vont pas dire ça. Exactement. Les Prasangika vont dire que l'existence ultime et l'existence véritable, c'est la même chose que l'existence inhérente. Voilà. Alors que les Swatantrika vont faire cette distinction, existence inhérente d'un côté et existence véritable ou existence ultime de l'autre. Ouais. Ouais. Wow, très bien. Donc c'est justement ce qu'on est en train de voir là. Et donc on est vers la deuxième moitié de la page 159. Et donc il dit, du point de vue des Swatantrika, comment peut-on décrire de façon plus précise l'existence ultime? Donc on vient d'en parler. L'existence ultime est l'objet de négation, l'objet qu'on va nier. Ouais. Vous savez tous que la vacuité est un négatif non affirmatif. Ouais. C'est une négation. Ouais. Donc la définition d'une négation, c'est quoi? Ah ah. Alors ça. Alors, moi, j'en sais rien du tout. Normalement, on le voit quand on étudie les écoles philosophiques, ouais, de la Madhya Tsumpa. Donc,
Pour le P-bas, pour vous, ça devrait être dans peut-être 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Possible, ouais, 2 ou 3 ans, 2 ans et demi. Très bien. Donc, c'est ce que dit la Madjidjun Bah, elle dit que Ranzin Tobeyul Rangiga Jammu Sutshe Begone Topaj Jawa. C'est un phénomène qui est réalisé au moyen de la négation explicite ou l'exclusion explicite de son objet d'engagement. D'accord. Qui est réalisé par la conscience qui le réalise, oui. Ouais, on peut dire, oui, tout à fait. Réalisé par la conscience qui le réalise, on peut dire la conscience conceptuelle qui le réalise, ce serait mieux normalement. Au moyen de l'élimination explicite de son objet d'engagement, de son objet de négation. Donc, je vais répéter. C'est un objet qui est réalisé par la conscience conceptuelle qui le réalise au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation. Ouais. Ça devrait être normalement une définition à peu près qui tient la route. Ça veut dire que normalement, c'est une négation conceptuelle, une négation explicite qui est faite de manière conceptuelle. Ça veut dire que, ok, si par exemple, ici, j'ai un mala et j'ai une tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, jusque-là, ça va. Ok, jusque-là, tout va bien. Ok, si maintenant je dis, ok, ceci est ma tasse. Est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que c'est une négation? Une affirmation. C'est une affirmation, vous êtes d'accord, ouais? Ok. Mhm. Si maintenant je dis ceci n'est pas un mala, est-ce que c'est toujours le même objet ou pas? Bien sûr. Oui. C'est toujours le même objet. Mais cet objet, est-ce que c'est toujours une affirmation? Non. Non, c'est une négation. Cet objet devient une négation. Ouais, pourquoi? Parce qu'on élimine explicitement le mala. Ouais? Eh bien, alors qu'au début, quand on a dit ceci est ma tasse, il y a toujours le mala à côté, on a dit ceci est ma tasse. Bien sûr que la tasse n'est pas un mala, vous êtes d'accord? Ça va. Mais on n'a pas nié explicitement le fait que cette tasse soit un mala. Ça n'était pas explicite, c'était implicite. Très bien. Ça veut dire que n'importe quel phénomène est nécessairement la négation implicite de tous les autres, de tout ce qui n'est pas lui. Ouais. Ça veut dire que si on décide de dire Bernard, nécessairement, si on s'adresse à Bernard, nécessairement, on ne s'adresse pas aux autres. Ouais. Mais ce n'est pas formulé explicitement. C'est simplement Bernard et la négation de tout ce qui n'est pas Bernard. Ouais. Oui. Ok. Une table est la négation naturelle de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas une table, de tout ce qui n'est pas cette table, de tout ce qui n'est pas un avec cette table. Ok. Et ben ça c'est super. Ça veut dire que quand on affirme quelque chose et que la négation est implicite, parce qu'elle est toujours là de toute façon, dès l'instant où on choisit quelque chose, c'est nécessairement au détriment d'autre chose. Ouais. Sauf que si on ne le formule pas explicitement, ça reste un phénomène affirmatif, une affirmation. Un phénomène positif, pas positif dans le sens moral, mais positif dans le sens où il n'y a pas de négation. Ouais. Alors que quand on nie explicitement quelque chose, là, ce même phénomène, cette même tasse, devient une négation. Ouais. Ok, très très bien. Très très bien. Ok, donc les négations, elles sont divisées en deux. Il y a les négations affirmatives et les négations non affirmatives. Ouais. Ouais, ça, vous avez tous entendu parler de ça, ouais. Ok. Donc, par exemple, des exemples de négation non affirmative? Il n'y a pas de tasse dans la pièce. Exactement, oui. L'absence de tasse dans la pièce, ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok. Le non-soi, c'est affirmatif ou négatif? Bah, c'est affirmatif. Le non-soi. C'est négatif. C'est Négatif, non? Non Non affirmative. affirmatif. Exactement, c'est une négation non affirmative, ouais. Alors, pour la plupart des écoles, parce que on n'en avait pas beaucoup parlé pour les Vaibhashika, mais pour les Vaibhashika, ils n'arrivent pas à accepter les négations non affirmatives. Donc, pour les Vaibhashika, quand ils parlent du non-soi de la personne, ils disent que c'est une personne qui est dénuée d'existence autosuffisante et substantielle. Donc, c'est une négation affirmative pour les Vaibhashika. Ouais. Mais à partir des Sautrantika jusqu'à la fin, jusqu'au Prasangika, le non-soi est nécessairement une négation non affirmative. Ouais. C'est l'absence de personne autosuffisante et substantielle. Ouais. Et ça, c'est une négation non affirmative. On n'affirme rien à la place, en lieu et place de l'objet de négation. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, super. Donc la vacuité, c'est une négation non affirmative. Ouais. Ouais. Ça devrait être une négation non affirmative.
Le problème, c'est que pour les swatantrika, ça semble être une négation affirmative. Ouais. Parce qu'ils vont dire que la tasse, ou la personne, ou la table, ou n'importe quoi, donc la tasse est dénuée d'existence inhérente ultimement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on affirme implicitement que la tasse aurait une existence inhérente conventionnelle. Oui. Ouais. Oui, parce que pour eux, il y a pas cette, il y a pas cette existence ultime telle qu'on la voit chez les Prasangika, parce que chez eux, ils savent pour eux, il y a un petit quelque chose qui reste Voilà. dans le phénomène, qui est une existence, réelle. C'est ça? Exactement. Tout Voilà. à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est ça que tu appelles l'affirmation? Oui, dans le sens où c'est une négation affirmative, parce qu'il nie en effet l'existence inhérente, mais il nie l'existence inhérente ultimement, au niveau ultime, mais ça veut dire qu'il l'affirme au sens conventionnel. Conventionnel, ouais. D'accord. Alors que les Prasangika vont dire qu'il n'y a pas d'existence inhérente du Ouais. tout. Ouais, du tout, C'est- ni ultimement, ni conventionnellement. C'est une pure négation. Ouais. Oui, c'est ça. Waouh, magnifique. C'est super. Là, franchement, il y a du haut niveau, là. Bravo. Très bien, donc vous avez parfaitement saisi ce que veut dire une négation non affirmative. Très bien. Et donc, bien sûr que si on parle de l'existence véritable ou l'existence ultime pour les swatantrika, ça reste une négation non affirmative. Parce que les swatantrika, comme n'importe quel madhyamika, doit réfuter l'existence véritable ou l'existence ultime. Il n'y a pas d'existence ultime du tout. Donc là, c'est bien une négation non affirmative. Ouais. Par contre, s'il parle de l'existence inhérente, là, ça devient une négation affirmative. Une négation, oui, une négation affirmative. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il n'y a pas d'existence inhérente ultimement. Et donc, ça veut dire qu'il y en a une conventionnellement. Mais s'il parle de l'existence ultime, il la réfute totalement. Donc, de ce point de vue-là, ça reste une négation non affirmative. Ouais. Même s'il parle du non-soi de la personne, les swatantrika vont dire le non-soi de la personne, c'est quoi? L'absence de personne autosuffisante et substantielle. Ça reste une négation non affirmative. Ouais. Ouais. Ça joue? Oui, oui. Ça joue. Ok. N'hésitez pas, hein, sinon. Hein. Très bien. Ok. Donc il dit c'est un phénomène qui ne se comprend que par la négation explicite de quelque chose, ouais, qui en fait va se trouver être inexistante. Donc on nie quelque chose qui n'existe pas, tout simplement, mais qui ne se comprend que par la négation de ce quelque chose. Ce quelque chose, nous l'appelons objet à réfuter, objet à nier, objet de négation. Ouais, tout ça, c'est synonyme. C'est pratishedia en sanskrit. Ouais, c'est l'objet de négation. Ouais. Comment définit-on l'objet à nier chez les swatantrika? L'objet de négation est l'existence réelle ou l'existence ultime. Ok. Donc bien sûr que les prasangika vont dire aussi c'est l'existence ultime, l'objet de négation, sauf qu'ils n'ont pas la même notion de ce que veut dire existence ultime. Qu'est-ce que l'existence réelle ou l'existence ultime? Mais d'abord, qu'est-ce que le non-soi de la personne chez les swatantrika? Bah, comme chez tout le monde, sauf les Prasangika. Oui, Oui. Autosuffisance substantielle. Comme tout le monde, sauf les Prasangika. exactement. Ouais, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, oui. Ok. J'ai un petit tableau là-dessus. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Ok, si Internet fonctionne. Les Prasangika, ils font jamais comme les autres. Exactement. Les prasangika, ils font jamais comme les autres. Ils font parfois un peu comme les autres, parce que ils ont aussi. Ils font mieux. Ils font mieux, voilà. Ils font mieux. Ils sont juste plus subtils que les autres, en fait. C'est ce qu'on va voir dans le tableau. C'est que, en effet, ils vont bien sûr accepter certaines choses. Ils vont accepter les négations. Ils vont accepter beaucoup de choses que les autres acceptent. Mais ils vont quand même aller plus loin, en effet. Alors, j'essaie de retrouver ce texte. Oui, c'est un petit tableau qui est issu de Meditation on Emptiness de Jeffrey Hopkins, mais avec une mention supplémentaire, parce qu'en effet, quand on étudie les écoles philosophiques, on voit que la Madhyamika rajoute quelque chose pour les prasangika, quelque chose d'assez inédit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, il faut juste que le Wi-Fi fonctionne. Ouais. Ok. Un petit peu longué. Donc, en effet, on voit que chez toutes les écoles, sauf Prasangika, le non-soi de la personne, c'est quoi?
Le non-soi de la soi autosuffisant et Et suffisant. donc, Exactement. essentiel. Oui, c'est le non-soi subtil de la personne. Ouais. Mm. On va essayer de voir ça. Ok. La colonne de gauche, oui. C'est partout. Ah, tu l'as aussi. Oui. Ah bah oui, on l'avait, ça. Et tu peux faire un partage d'écran peut-être? Ouais. Je l'ai, je vais vous le faire parce que j'ai rajouté des petites couleurs Ah, dans les colonnes. Ça va être plus joli. Ouais. Alors, il faut juste que le partage d'écran fonctionne. Oui, ok, c'est ça. Ok. Vous m'entendez, la connexion fonctionne? on t'entend? Ok, Oui, oui, oui. très bien, parce que ça a l'air de ramer un petit peu. Voilà, et là, ok, très bien. Et là, vous devriez voir ce qui va s'afficher. Ouais, c'est en train d'arriver, Ouais. effectivement. Ça rame un petit peu, mais bon, voilà, ça va le faire. Voilà. Oui, ça y est. Ah, Ah ouais, super. alors, je vais essayer de l'agrandir un peu, ça devrait être possible. Et donc ici, vous avez en fait ces tableaux qui sont très utiles, qui sont vers les pages 300 ou 330 de Méditation de Martinez. Et donc, on retrouve ici, je ne peux pas agrandir, parce que ça rame encore. Okay. Très bien. On retrouve ici les différentes écoles. Vous avez tout en haut, vous avez Vaibhashika et Sautrantika. OK. Voilà. Oui, là, ça devrait fonctionner. OK. Donc, vous avez tout en haut, vous avez Vaibhashika et Sautrantika, ouais, les deux écoles du véhicule de libération individuelle. Ouais. Ouais, très bien. Ensuite, vous avez Chittamatra. Ouais, ça fait partie. Tout ce qui est en bas, ensuite, c'est. Allô? Oui. Ça a coupé? Oui, oui, on t'écoute. Non, non, on t'entend. Non, c'est mon petit chien qui joue avec du bois. Pardon. Ok, d'accord. C'est ça que je coupe. D'accord. Ok. Et donc, vous avez tout en haut, la ligne en haut, c'est les écoles du véhicule fondamental. Et ensuite, vous avez les écoles mahayanistes. Ouais. Et donc, vous avez des couleurs qui montrent qu'en effet, la plupart des écoles, sauf Prasangika, s'accordent à dire que le soi grossier des personnes, ce serait une personne permanente, unitaire et autonome. Ouais. Très bien. Et toutes les écoles, sauf Prasangika, vont dire que le soi subtil des personnes, ce serait une personne autosuffisante et substantielle. J'ai oublié de rajouter substantielle. Ouais. Et donc, bien sûr, ils vont s'appliquer à nier ce type de soi de la personne. Ouais. Après, vous avez la même couleur chez les Prasangika, parce que chez les Prasangika, ils vont réfuter aussi la personne autosuffisante et substantielle. Donc, c'est la même couleur que le soi subtil des autres écoles. Et les Prasangika vont rajouter l'existence inhérente. Et donc, ça, ils vont réfuter l'existence inhérente de la personne. C'est pour ça, c'est une autre couleur. Et ensuite, vous avez bien sûr, pourquoi il y a du blanc dans le soi des phénomènes chez les écoles du véhicule fondamental? Parce qu'ils n'ont pas de phénomène. Exactement. Phénomène. Ça n'existe pas. Tout à fait. On ne t'entend pas très bien, Bernard. Ça existe indirectement, mais ça n'existe pas directement. Oui, on ne t'entend pas très bien. C'est un petit peu assuré. Oui. Donc, en effet, les Vaibhashika et les Sautrantika vont dire qu'il n'y a pas de soi grossier, soit subtil des phénomènes à réfuter. Ouais. C'est simplement qu'ils ne se préoccupent pas de ça. Très bien. Et puis, il y a une petite mention, une petite case ici avec la Madhyasumpa qui parle d'un soi grossier des phénomènes chez les Prasangika, ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ok, très bien. Et ensuite, vous avez ici l'absence, donc la négation. Ouais. Oui. Les objets principaux de méditation, ça veut dire qu'il faut nier ces types de soi qu'on vient juste d'évoquer, tout simplement. Donc là, il faudra que je rajoute les couleurs aussi. Ok, très bien. Donc ça veut dire que toutes les écoles bouddhistes, sauf Prasangika, vont considérer que le soi subtil de la personne, c'est quoi? Et le soi autosuffisant et substantiel. Autosuffisant, substantiel, justement. Tout à fait. Voilà. Et ça, bien sûr, on a déjà vu ce que ça voulait dire. Ouais, autosuffisant substantiel, je ne vais pas y revenir. Très bien.
Et donc, c'est ça. Il dit, c'est l'absence d'un soi, d'une personne existant de façon substantielle et autonome. Très bien. Sur ce point, la position des soi tantrika est la même que celle des autres écoles bouddhistes, à l'exception des prasangika. Oui, c'est ce qu'on vient de voir. Très bien. Nous avons déjà parlé de cela, lui aussi, tu vois. Continuons. Ici, nous parlerons du non-soi des phénomènes, de la vacuité en tant que non-soi des phénomènes. C'est-à-dire que le non-soi autosuffisant, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, ce n'est pas la vacuité, c'est un non-soi. Ouais. Ce n'est pas la vacuité. La vacuité, pour les soi tantrika, c'est l'absence d'existence véritable, c'est l'absence d'existence ultime. Ouais. Très bien. Et donc, c'est un non-soi des phénomènes, nécessairement. Ce n'est pas un non-soi de la personne. La vacuité est une négation, c'est quelque chose qui nie quelque chose d'autre, l'objet à réfuter. Ici, l'objet à réfuter est l'existence réelle, l'existence ultime, on pourrait dire l'existence véritable. Ouais. Comment peut-on définir l'existence ultime, justement? Donc, il y a un étudiant qui dit l'existence intrinsèque. Et donc, Geshe Dreyfus dit non, ici, nous sommes chez les Swatantrika, et non chez les Prasangika. Ici, nous avons un premier niveau de vacuité à comprendre, donc qui est plus grossier que chez les Prasangika. C'est l'absence de réalité ultime qui ne contredit pas la possibilité d'existence intrinsèque. Ouais. C'est-à-dire que ici, vous pouvez remplacer réalité ultime par existence véritable et existence intrinsèque par existence inhérente. C'est la même chose, ouais. Ok. Donc les Swatantrika réfutent l'existence véritable ou l'existence ultime, mais acceptent l'existence intrinsèque ou l'existence inhérente. Oui. Ça, normalement, ça joue, ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok. Oui. Oui. Super. Ok. Donc il dit, il nous faut préciser, l'existence ultime, si elle existait bien sûr, serait quelque chose qui existerait par la nature extraordinaire ou non commune, on pourrait dire, de l'objet, sans être établi par l'apparence à l'esprit non contredit. Donc là, bien sûr, il y a des rires, parce que dans l'auditoire, il se demande ce qu'il est en train de dire. Il dit, je répète, l'existence ultime, si elle existait, serait l'existence par la nature extraordinaire de l'objet qui existerait sans être établie par l'apparence à l'esprit non contredit. Ouais. Donc, c'est dans d'autres façons de le formuler. Par exemple, dans le P-bar, on parle d'une autre façon de le formuler. On dit l'existence ultime ou l'existence véritable, si elle existait, serait l'existence par la nature non commune de l'objet. C'est-à-dire un objet qui existerait de manière non commune, donc qui aurait ses caractéristiques spécifiques. Ouais, très bien. Donc, c'est l'existence inhérente, en fait, tout simplement. Donc, qui existerait de manière non commune, mais l'existence véritable, ce serait s'il existait par son propre mode non commun, sans devoir être établi par une conscience non défectueuse. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait pris, nous, une fois, l'exemple des lunettes jaunes. Ouais. Vous portez des lunettes jaunes, un petit peu comme quelqu'un qui aurait comment ça s'appelle, la jaunisse. Très bien. Donc, parce que dans l'exemple qu'ils prennent en général, c'est l'exemple du magicien. Mais nous, on peut prendre l'exemple des lunettes 3D ou des lunettes jaunes. Ok, on va prendre les lunettes 3D. Vous allez au cinéma 3D, vous mettez des lunettes 3D. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en 3D. Parce que là, ça va. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'écran, il y a une méduse, par exemple. Il y a une méduse sur l'écran. Ok, très bien. Et donc, vous arrivez avec vos lunettes 3D. Mais imaginons que c'est la première fois que vous arrivez dans un cinéma 3D et c'est la première fois qu'on vous met des lunettes 3D. Ok. Et donc, forcément, vous ne comprenez pas nécessairement le principe des lunettes 3D. Et donc, vous avez l'impression qu'il y a une méduse qui se balade dans l'espace de son propre côté, sans que ce soit dû aux lunettes 3D. Ce serait ça l'existence véritable. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le fait de ne pas comprendre les lunettes 3D, de ne pas comprendre que la méduse se balade dans l'espace devant nous à cause des lunettes 3D. C'est ça l'ignorance. Et donc pour les SWAT en tout cas, c'est de dire que la tasse, elle existe par ses propres caractéristiques, tout va bien. Et donc elle est observée par une conscience non défectueuse, tout va bien. Elle aurait une existence ultime si elle existait toujours par ses propres caractéristiques, sans dépendre de cette apparence à l'esprit. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si on enlevait les lunettes 3D
et que la méduse continue de se balader dans l'espace devant nous. La méduse continue d'être vue en 3D sans les lunettes 3D. C'est ça l'existence véritable. Et c'est forcément nié, bien sûr, c'est réfuté. La méduse existe en 3D à cause des lunettes 3D. Mhm. Et Oui. donc, ça, tout va bien. Il y a une méduse en 3D avec des lunettes 3D, ça veut dire qu'on a bien un objet qui existe de manière intrinsèque, qui existe de manière inhérente, qui est perçu par une conscience non défectueuse. Mhm. Et donc, la méduse existerait véritablement si elle était toujours en 3D, sans les lunettes 3D. Et donc, nous, on a l'impression que c'est ça. On a l'impression qu'on n'y est pour rien, que c'est une méduse en 3D de son propre côté. De son propre côté, c'est ça, oui. Ouais. Son propre côté. Ça joue. Ok. Très bien. Donc, lui, il parle du magicien. C'est l'exemple pris généralement. Ok. Ok, très bien. Hein, l'esprit non contredit. Donc, chez les prasangika, c'est plus simple, puisqu'on élimine tout. On élimine toute existence inhérente. On n'élimine pas tout, mais toute existence inhérente, ouais. Très bien. Ici, il nous faut éliminer quelque chose et garder néanmoins l'existence intrinsèque, parce que les Swatantrika pensent que le verre existe intrinsèquement. Ouais. Cela veut dire qu'il y a quelque chose du côté du verre qui nous permet de différencier le verre de la carafe. Ouais. Les On ne sait Swatantrika, pas très bien d'ailleurs ce qu'ils veulent dire par quelque chose. Oui. Un signal, quoi. C'est Ouais. une forme, un signal, on ne sait pas trop ce que Un c'est. signal spécifique à chaque objet, c'est ça qu'il veut C'est dire. ça, ouais. Exactement. Ça veut dire que quand on parle du mode non commun ou mode extraordinaire, ça veut dire que tout ce qui fait les caractéristiques de la tasse, c'est nécessairement ce qui ne fait pas les caractéristiques d'une table. Voilà. Ouais, ouais. Et inversement, toutes les caractéristiques spécifiques de la table sont nécessairement pas les caractéristiques spécifiques d'une tasse. Ouais. Ouais. Parce que les Swatantrika disent, si on prend le point de vue des Prasangika, comment faire la différence entre une tasse et une table, puisqu'il n'y a pas d'existence inhérente. Mhm. On Il n'y a verrait pas. des choses partout. Oui. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que l'on voit chez les Sautantrika avec le Svalakshana, avec les phénomènes spécialement caractérisés? On ne pourrait pas faire un parallèle avec ça? Que pour eux, ce petit quelque chose qui reste, qui est de l'existence réelle, moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est tout à fait ça, parce que quand on étudie le Sautrantika, justement, le Sautrantika qui suit le raisonnement, justement, notre cible, c'est justement le Swalakshana. Le Oui. Swalakshana, c'est l'illustration par excellence de l'existence inhérente, de l'existence par ses propres caractéristiques. Et donc, en effet, ça va être gardé jusqu'au seuil des Prasangika. Les Prasangika, ça va être leur D'accord. objet de négation. Ouais. Et donc, forcément, les Swatantrika doivent garder ça. Bien sûr, les Swatantrika, il y aura quand même des distinctions parce que, comme vous le savez, chez les Sautrantika, seuls les impermanents sont des Swalakshana. Ouais. 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 Alors que mais on pourrait dire que même si, on pourrait dire que même chez les Sautrantika, même si seuls les impermanents sont des Swalakshana, des phénomènes spécifiquement caractérisés, même les permanents ont une existence inhérente. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui existe doit exister de manière inhérente pour les non-prasangika. Ouais. Donc, ça veut dire que même si la définition d'un phénomène généralement caractérisé, un samanya lakshana, c'est un phénomène qui, bien qu'il soit simplement imputé indépendamment d'une conscience conceptuelle ou un terme, n'existe pas en tant que phénomène spécifiquement caractérisé. Ils ne disent pas n'existe pas par ses propres caractéristiques, parce que ça doit exister par ses propres caractéristiques. C'est les caractéristiques des phénomènes d'imputation. Exactement. Ce sont les c'est caractéristiques des nominatif, phénomènes ouais. d'imputation. Oui, ça veut dire que même l'espace incomposé, il a Ouais. ses propres caractéristiques, il a sa définition. Sa définition, c'est ses caractéristiques propres. Voilà. Mais même s'il a ses caractéristiques propres, ses caractéristiques spécifiques, ça n'en fait pas pour autant un phénomène spécifiquement caractérisé. Voilà. Ouais. Ouais. Très bien, ça c'est très important. Ça veut dire que, en effet, chez les Sautrantika, que ce soit un Samanya Lakshana, un phénomène généralement caractérisé, donc un phénomène permanent, ou un Swalakshana, un phénomène impermanent, ça existe nécessairement par ses propres caractéristiques. Mais au sein de l'existence par ses propres caractéristiques, certains sont des phénomènes spécifiquement caractérisés et d'autres sont des phénomènes généralement caractérisés. Ouais. Eh bien, excellent.
Mais c'est vrai que les Swalakshana, comme étant des phénomènes spécifiquement caractérisés, ils ont leurs 3 modes, leur localisation spécifique, leur durée spécifique, leur nature spécifique, ouais. C'est-à-dire que là où on pose une tasse, on peut mettre aucune autre tasse, ouais, donc la localisation. Ensuite, la tasse d'aujourd'hui n'est nécessairement pas la tasse d'hier. Ouais. Donc chaque durée est spécifique. Et puis la nature de tasse appartient entièrement à la tasse et n'est nécessairement pas dans une table. Ouais. Donc c'est un phénomène spécifiquement caractérisé et en effet, il existe par ses propres caractéristiques. Donc les Swatantrika, les autonomistes de la voie médiane, vont aussi garder ça, vont dire que le phénomène existe de manière inhérente, ça veut dire à son propre mode non commun ou extraordinaire, comme dit Geshe-Dreyfus ici, à son propre mode non commun. Et ce propre mode non commun, qui appartient uniquement à cette tasse, cette nature spécifique de la tasse, apparaît à une conscience non défectueuse. Ouais, ouais, vous êtes d'accord? Sauf que ce phénomène, il a besoin de la conscience pour apparaître. Voilà. Exactement, ça veut dire qu'il doit nécessairement être imputé par une conscience, il doit nécessairement être établi par une conscience. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'une conscience valide l'existence inhérente de la tasse. Ouais. Ça joue. Il faut que la conscience valide l'existence inhérente. La tasse existe de manière inhérente pour les Swatantrika et elle apparaît comme ça à une conscience visuelle. Ouais. Et comme la conscience visuelle ne se trompe pas sur la tasse, elle ne se trompe sur rien par rapport à la tasse, même sur son mode d'être. Donc la conscience visuelle valide l'existence inhérente de la tasse. Oui, oui. Ouais. Oui. Très bien, c'est génial. Génial. Donc la différence entre les Swatantrika et les Prasangika, c'est que les Prasangika vont dire oui, un phénomène doit dépendre d'une conscience, mais pas n'importe laquelle, une conscience conceptuelle. Pas n'importe quelle conscience non défectueuse, une conscience conceptuelle, parce que n'importe quel phénomène est simplement imputé par une conscience conceptuelle pour les Prasangika. Pour les Swatantrika, ils vont dire une conscience non défectueuse, c'est-à-dire que la conscience visuelle, pour eux, elle appréhende le mode d'être inhérent de la tasse et elle valide cela. Alors que les Prasangika vont dire, mais comment une conscience visuelle pourrait appréhender ou réaliser un mode d'être échappe au champ sensoriel. Voilà. Ok, très bien. Ok. Ça, c'est super. On voit que c'est très profond. Très profond. Très bien. Donc, pour les Swatantrika, il faut qu'on puisse distinguer le verre de la carafe. Il doit y avoir quelque chose du côté du verre, quelque chose du côté de la carafe, qui fait que ce sont deux phénomènes totalement contradictoires. Ouais. Okay. Et s'il n'y avait pas ce quelque chose, dit Geshe-Dreyfus, du côté du verre, il n'y aurait rien du tout. Tout ou rien, n'importe quoi. Ça veut dire que n'importe quoi ferait office de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait téléphoner avec une tasse, on pourrait boire son café avec un téléphone. C'est ce que disent les Swatantrika. S'il n'y avait pas d'existence inhérente. Finalement. Ah oui. Ouais. Il dirait tout se vaut. On pourrait qualifier une tasse de perroquet. Et donc, ce serait notre animal de compagnie. puisque de toute façon, pour eux, ils comprennent bien sûr un peu de travers ce que disent les Prasangika. Les Prasangika disent que dans la corde enroulée sur elle-même, il n'y a jamais eu de serpent. Ça veut dire que dans la base imputation, il n'y a jamais eu le phénomène imputé. La base imputation, il est impossible de trouver la tasse. La tasse n'est ni sa couleur, ni sa densité, ni ses parties, etc. Ouais. Et donc, ça veut dire que le serpent ne peut pas être trouvé nulle part en lieu et place de la corde. Et donc, les Swatantrika comprennent ça de travers comme étant un peu nihiliste. Ils disent, bah, à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de serpent dans la corde, et bah, il n'y a pas de tasse dans la tasse. Donc, on pourrait dire, bah, c'est un perroquet et tout va bien. Les Prasangika gardent la corde quand même. Exactement, ils gardent la base imputation. Elle garde la base d'imputation parce qu'elle est nécessaire. On peut pas. Les Prasangika disent tout ce qui existe nécessairement en dépendance d'une simple imputation conceptuelle. Ouais. Mais ils ne vont pas aller jusqu'à inverser le truc. Ils ne vont pas dire si c'est une simple imputation conceptuelle, ça doit exister. Ouais. Ça, ils vont pas aller jusqu'à. On ne regarde pas la spécificité de la base d'imputation alors. Parce que les Swatantrika, ils ont la spécificité de la base d'imputation. C'est là où le débat est extrêmement difficile. Parce que comment est-ce que les Prasangika vont faire la distinction entre imputer une tasse en dépendance d'une base d'imputation qui ressemble à une tasse et imputer une tasse en dépendance d'un téléphone? Comment ils vont faire la distinction? Ils vont dire qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre le phénomène imputé et
la base d'imputation. Voilà. Et donc les Swatantrika disent, bah, c'est l'existence inhérente. Oui, c'est plus commode. Oui. Les Swatantrika disent au Prasangika, mais vous réfutez l'existence inhérente, mais elle revient de manière fantomatique quand vous dites que l'imputation et la base d'imputation doivent correspondre. Mm. Sauf que nous, on dira, les Prasangika diront, mais cette correspondance n'est pas absolue, n'est pas inhérente, mais Voilà. elle est obligatoire. Donc, entre obligatoire et inhérent, Voilà, oui. Non, mais on peut le comprendre. Elle est obligatoire, mais par exemple, si on prend des espèces vivantes différentes, cette base d'imputation sera interprétée différemment. oui, oui, tout à fait. Oui, c'est l'histoire. Ceci n'est pas une pipe. Oui, c'est sûr, c'est que tout est effectivement. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir, OK, quelle est cette base d'imputation exactement? Par exemple, quand on parle un arbre, c'est quoi? Est-ce que c'est juste le tronc qui sort de terre, les branches, les feuilles, etc.? Ou est-ce que même sans les feuilles, en hiver, est-ce que ça reste un arbre? Mhm. Est-ce que c'est un arbre sans ses racines? Quand on envisage uniquement le tronc qui sort de terre et qu'on oublie les racines, est-ce que c'est toujours un arbre? Oui, oui. Donc, où se délimite la base d'imputation? Et l'isolant. Ouais, c'est très difficile. Ah oui. Difficile. Donc en fait, ça doit simplement être communément reconnu comme tel. C'est-à-dire que dans un groupe particulier, il faut qu'on s'accorde à dire est-ce qu'un arbre, c'est juste ce qui sort de terre ou est-ce qu'il y a les racines qui vont avec? Oui, sol. Ouais. Est-ce que c'est un arbre nécessairement avec des feuilles ou est-ce que en hiver, il n'y a plus du tout d'arbres à part les conifères? Oui. Donc il faut s'entendre en fait là-dessus. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats là-dessus, énormément. Même l'isolat de l'arbre, il est sujet à caution parce que l'arbre, sans l'air, sans l'espace, sans le sol, sans tout ça, il n'y aurait pas d'existence. Donc, Tout à c'est le fait. problème de l'interdépendance et de l'isolat dans cette interdépendance d'objets particuliers. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que quand on parle de l'isola, il y a aussi l'isola illustration. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui illustre cet isola-là? Est-ce que c'est, en effet, est-ce que c'est juste un tronc et des branches ou est-ce qu'il y a un petit peu plus que ça? Est-ce qu'il y a une activité vitale? Est-ce qu'il y a tout ça aussi? Mhm. Exactement. Ouais, tout à fait. Oui, parce que alors, si on est aux causes et conditions, on définit. C'est très difficile à définir, on dit. Oui. On s'arrête à un moment, mais de façon arbitraire, j'allais dire. De façon arbitraire, à un moment, on fait un isolat de quelque chose qu'on nomme comme ça. Mais si on ne s'arrêtait pas à cet isolat arbitraire, on pourrait aller beaucoup plus loin. La dénomination, elle est arbitraire, en fait. C'est pour ça qu'il y a la nomination reconnue communément. Mais sinon, voilà. Exactement. Exactement. Et l'isola, de toute façon, l'isola conceptuel doit nécessairement être beaucoup plus pauvre que la perception directe, que l'objet apparent de la perception directe. Ouais. Parce qu'on exclut toutes les instances, on ne garde que arbre. Et donc, Voilà. on exclut nécessairement toutes les instances. On exclut les conifères, on exclut les feuillus, on exclut tout ça pour garder uniquement arbre. Et donc, l'isola est très pratique, mais très pauvre. Oui. Ouais, exactement. Et c'est la fonction de la conscience conceptuelle, c'est d'exclure toutes les instances, toutes les particularités pour extraire leur essence et uniquement ce qui fait leur généralité. Et donc, c'est là où on voit qu'en effet, l'isola est très, très pratique parce que quand on a à l'esprit l'opposé de ce qui n'est pas un avec arbre, forcément, ça s'applique uniquement à arbre. Ah oui. Par contre, si on a à l'esprit l'opposé de ce qui n'est pas un arbre, là, n'importe quel arbre fonctionne. Là, ça peut s'appliquer à n'importe quel arbre. Cet arbre-là est l'opposé de ce qui n'est pas un arbre. Cet autre arbre-là est l'opposé de ce qui n'est pas un arbre. Ou une table, Oui, Hein? d'accord. Ouais. ça peut être une table aussi. Alors, une table, est-ce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas un arbre? Ben, si c'est pas un arbre, ça peut être Non, une table. l'opposé de ce qui n'est pas un arbre. Donc, ça L'opposé veut de dire ce qui n'est pas un qu'une arbre, table est l'opposé de ce qui est un arbre. l'opposé de ce qui n'est pas un arbre, c'est Ah, un. Oui? Ça joue? ah oui, Oui. OK. Et donc, en effet, ça, c'est ce qu'on garde à l'esprit. On avait vu ça avec le Sotra Antika, je me souviens, pendant les classes de révision. On avait vu que l'objet direct d'expression, c'est la généralité conceptuelle. Quand on désigne un arbre, en fait, le véritable objet d'expression, c'est la généralité arbre qu'on a à l'esprit. Ce n'est pas cet arbre-là, qui sert d'illustration uniquement. hum, OK, très bien, waouh. c'est une généralité. Oui. Et donc, c'est là où il peut y avoir beaucoup de débats.
entre qu'est-ce qui fait la spécificité d'une tasse, qu'est-ce qui fait la spécificité d'une table. Pour les Swatantrika et les autres écoles, c'est plus facile. Mais pour les Prasangika, c'est très difficile. C'est difficile de répondre à ça sans être sujet aux critiques. Ouais. Eh bien, Et finalement, ils ont tout simplifié en disant que c'est la dénomination. oui, tout à fait. Mais c'est pas tellement une simplification, moi je crois que c'est une réalité. Oui. Et en même temps, les autres, les Swatantrika vont dire oui, mais si c'est que la dénomination, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appeler, par exemple, est-ce que je ne peux pas prendre mes agrégats d'être ordinaire et appeler cela Charesi? Et par exemple, c'est ce que dit sa sainteté, par exemple, il dit si on essaie de pratiquer les tantras et qu'on dit bah, je suis Arya Avalokiteshvara en désignant une déité parfaite en dépendance d'agrégats impurs, comment est-ce que ça peut fonctionner? C'est pour ça qu'il dit que dans ce cas-là, c'est une cognition fausse. Donc qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on peut désigner de manière appropriée Arya Avalokiteshvara en dépendance de quelque chose? Et qu'est-ce qui fait que là, si je dis je suis Arya Avalokiteshvara, c'est la même chose que de dire je suis Napoléon ou Cléopâtre? Ouais. Oui, ça c'est très difficile. Ouais. Exactement. Ça veut dire que Ouais. si on regarde nos agrégats d'être ordinaire et qu'on dit je suis Tara, je suis Arya Avalokiteshvara et qu'on fait une pratique tantrique, eh ben, sa sainteté dit c'est une cognition fausse. Et donc on peut dire que, c'est pas sa sainteté qu'elle dit, mais on pourrait dire en effet, exactement comme c'est une cognition fausse, de dire je suis Napoléon. Ouais, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont Napoléon. Donc si nous, on arrive, on dit moi je pratique les tantras, donc je suis Arya Avalokiteshvara, quelle serait la différence entre les deux? Donc ça veut dire qu'on doit, pour les pratiques tantriques, dissoudre l'apparence et la saisie ordinaire des agrégats dans la vacuité. C'est ça, il faut Ouais. des saisie ordinaire. Exactement. Et de cette sagesse de la vacuité, manifester une déité pure et parfaite, qui est visualisée, etc., en dépendance de cette base d'imputation, la visualisation de la sagesse de la vacuité, etc., enfin la sagesse de la vacuité qui se visualise d'une certaine manière, à ce moment-là, on a un objet, une base d'imputation appropriée pour le phénomène imputé. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Donc, il pourrait y avoir un contre-argument en disant oui, mais les tantras, c'est mettre le fruit sur la voie. Mais est-ce qu'en ce moment, on est déjà éveillé? Non, ça viendra à l'avenir. Et donc, mais la Tsongkhapa répond très bien à ça. Elle dit dans la vacuité, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Voilà. C'est magnifique. C'est tout à fait une Très belle imitation. réponse. Ok. Très bien, il nous reste 5 minutes. Ok. Très bien. Ok, donc ça, c'est vraiment super. Donc, il dit qu'il y a quelque chose que le verre existe de façon intrinsèque pour le distinguer de la table, pour les Swatantrika. Mais il n'existe pas de façon ultime. Et c'est cela la vacuité. La vacuité du verre est l'absence d'existence ultime du verre, l'absence d'existence véritable du verre. C'est-à-dire que le verre ne peut pas exister de manière inhérente sans dépendre d'une conscience non défectueuse. Très bien. Mais le verre, lui, existe de façon intrinsèque parce que je peux y verser de l'eau et la boire. Alors que si je versais de l'eau sur mon cahier, je ne pourrais pas la boire. Ouais. Donc c'est la même chose que la distinction entre le verre et la table, c'est la distinction entre le verre et le cahier. C'est-à-dire que l'un accomplit la fonction de contenir un liquide, etc., alors que l'autre, non. Très bien. Cela indique que les phénomènes ont une caractéristique propre, qu'il existe du côté des phénomènes quelque chose qui les différencie les uns des autres. L'objet à réfuter est l'existence ultime, l'existence réelle, le soi des phénomènes. Ces trois choses, plutôt non-choses, sont synonymes. Ok, donc ça veut dire existence réelle, existence ultime, le soi des phénomènes, le soi subtil des phénomènes. Ok, c'est synonyme. Existence intrinsèque, existence de son propre côté, existence objective, tout cela existe, car on veut garder un peu de crédibilité pour les Swatantrika. C'est-à-dire qu'on doit distinguer un être ordinaire de Arya Avalokiteshvara. On doit distinguer une tasse d'une table. Pour les Swatantrika, cette distinction doit exister de manière inhérente, de son propre côté. Très bien. Alors on différencie existence intrinsèque d'existence réelle. Donc voilà, l'existence intrinsèque existe conventionnellement. Et l'existence réelle, ce serait si l'existence intrinsèque existait ultimement. Très bien, l'existence réelle, c'est ce qui n'existe pas, c'est l'existence réelle. L'existence réelle, c'est l'existence par la nature extraordinaire de l'objet qui existerait sans être établie par l'apparence à une conscience non contredite. Ouais. C'est-à-dire que
L'existence intrinsèque existe conventionnellement parce que c'est perçu par une conscience non défectueuse. Et donc, ça veut dire que la méduse qui se balade dans le ciel, elle est perçue par une conscience non défectueuse parce qu'il y a en effet les lunettes 3D. Et donc, elle existerait de manière ultime, c'est-à-dire qu'elle aurait son propre mode d'être non commun, elle aurait son existence inhérente de méduse, et elle continuerait de se balader dans l'espace, même sans les lunettes 3D, sans prendre de conscience. Ouais. Et ça, c'est réfuté. Ouais. Très bien. Ok, pourquoi cette énonciation très compliquée? C'est que la base de l'école Swatantrika telle qu'on la comprend dans notre reconstruction, c'est une reconstruction tibétaine, et plus particulièrement dans l'école Gelugpa, c'est une cartographie, une doxographie tibétaine, c'est le maintien de l'existence intrinsèque. Ça, c'est nécessaire pour les Swatantrika. C'est ce qui les différencie des Prasangika. Les Swatantrika disent qu'il y a quelque chose du côté de l'objet qui permet de le différencier. Et donc, qu'est-ce qui est éliminé? L'existence réelle des choses, mais pas leurs caractéristiques intrinsèques. Ça doit continuer d'exister parce que c'est validé par une conscience non défectueuse. Alors que l'existence véritable, ou l'existence réelle, ce serait si ça pouvait dépendre, ça pouvait exister de manière inhérente sans dépendre d'une conscience défectueuse. Ouais. En fait ces 3-4 lignes résument toute la page d'avant. Exactement. Alors, on est quand même, moi, je trouve que quand même, on est passé par des raisonnements alambiqués, compliqués, pour finalement arriver à dire maintien d'existence intrinsèque, car il y a des caractéristiques intrinsèques. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce qui fait vraiment C'est quoi l'intérêt, Jinpa, d'aller se prendre la tête complètement? Alors, l'intérêt, une page, là. ouais, ça c'est une très bonne question. Quel est l'intérêt de se prendre le chou? C'est de voir que, en effet, notre ignorance est très tordue. Notre saisie fondamentale d'un soi est très tordue. Elle est très tenace et très tordue. Et donc, toutes ces écoles ont été établies avec la postérité, après le Bouddha, dans la postérité philosophique bouddhiste. Et donc, des maîtres ont commenté les paroles du Bouddha et certains ont dit bah, il y a une existence intrinsèque. Et d'autres ont dit bah, non, il n'y a pas d'existence intrinsèque. Et donc, on essaie de raisonner. Quelle est leur compréhension de l'existence intrinsèque ou quelle est leur compréhension de l'existence véritable pour réfuter cette existence véritable? Et même pour réfuter l'existence intrinsèque pour les Prasangika. Et donc, il faut essayer de comprendre quel est le mode de saisie de notre ignorance. Et donc, les Swatantrika, leur compréhension de l'ignorance fondamentale, c'est une compréhension qui n'est pas innée, qui est, comme tu le dis, alambiquée. C'est une prise de chou. Mais normalement, la saisie innée d'un soi qui nous empêche d'être heureux, d'obtenir le nirvana, d'obtenir l'éveil, ne doit pas être philosophiquement acquise. Ça doit être inné. Ça veut dire qu'un bébé doit avoir cette saisie ignorante. Comment est-ce qu'un bébé pourrait saisir le mode d'être non commun d'une tasse qui ne dépendrait pas d'une conscience non défectueuse, etc. Comment est-ce qu'on pourrait avoir ça à l'esprit en étant animal, en étant un bébé, etc. Les Prasangika disent votre saisie d'existence véritable, qui est censée être ce qui empêche l'éveil, c'est philosophiquement acquis. Aucun bébé ne l'a. Donc, si un bébé ne l'a pas, un bébé devrait être éveillé. Mais c'est parti. Bon, on en reparlera la semaine prochaine, ouais. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. C'est la semaine prochaine ou tous les 15 jours? Je crois que les deux vérités, c'est toutes les semaines, les deux vérités. C'est les débats qui sont super. Ouais, ça va. Ok, super, très bien. Donc, on se retrouve vendredi prochain. Merci à tous. Et Jinpa, hélas, je ne pourrai pas être là ce soir à la première séance des débats. Voilà, donc je rattraperai. Et... Pas de souci, on fera vraiment des bases, on va donner le contexte des débats, à quoi ça sert, on va parler des écoles philosophiques, donc ça va peut-être être redondant pour les gens qui ont l'habitude comme vous, mais pour les personnes nouvelles, je pense que ce sera utile. Ouais. Même pour moi. Moi aussi, ce sera utile. Merci à tous, passez une merci beaucoup. Au revoir. À ce soir. À ce soir, ciao. Au revoir. Au revoir.